arc-en-ciel. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre historien qui nous accompagne dans cette émission, Monsieur Sadek Sellam. Bonjour, au Ramadan Karim et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, merci de l'invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et merci à vous de consacrer un moment de votre temps à cette émission et de clarifier un certain nombre d'éléments de taille qui ont enrichi un petit peu les débats quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'émission de ce jour, ça continue toujours dans le cadre bilan sécuritaire avec un S, mais spécifiquement les déficits éducatifs des grandes mosquées ici en France. Pourquoi cette thématique, M. Sellam, dans un premier temps? Parce que les débats sur l'islam sont très confus. Ils sont l'occasion de donner la parole à des gens étouffés par leur ego, qui s'improvisent réformateurs du Coran, etc., et qui ne dialoguent jamais avec les musulmans, alors que l'ijtihad, ça suppose l'ijma', c'est-à-dire d'abord un débat islamo-musulman, et on a une répétition de slogans qui ne satisfont même pas l'opinion française habituellement exigeante en matière de précision et de pertinence d'analyse. Or, du point de vue purement sécuritaire, le problème sécuritaire s'est posé de manière dramatique à partir de 2015. Tous les journalistes pigistes bons à tout faire ont découvert que les jeunes musulmans, comme tout le monde, avaient besoin d'être éduqués. Alors qu'avant, l'illusion assimilationniste croyait qu'ils allaient entrer dans leur rang, ils allaient être délinquants, donc on les envoie dans les maisons d'arrêt en attendant leur réhabilitation, leur remise de peine. Mais là, on a vu qu'il y a un vrai problème éducatif. Même les spécialistes du tout sécuritaire, les plus compétents, souhaitent être soulagés par une dimension éducative dans la prévention de ce qu'est le radicalisme et le terrorisme. Or, force est de constater qu'il y a une carence préoccupante sur le plan éducatif et dans cette carence, il faut se remémorer de la formule connue de Napoléon, qui a connu des périodes fastes et des périodes néfastes dans ses aventures militaires. Il a dit, dans tout grand désastre, il y a un grand coupable. Donc, essayons de désigner les grands responsables. On ne va pas culpabiliser, parce que... Bien sûr. Et ce n'est pas du tout pour accabler des frères que j'ai connus tous, moi, personnellement. Qui ont leur mérite. Parce que sortir une mosquée du néant à l'existence, c'est pas facile. C'est des gens qui se sont beaucoup dévoués. Il faut leur reconnaître ce mérite. Et pourquoi cet échec? Alors, cet échec, il faut l'analyser parce que on a des gens qui sortent de l'anonymat parce qu'ils ont reçu de fortes sommes d'argent, et nous savons que l'argent fait tourner la tête aux gens les plus solides, les plus même qui ont une assise dans la piété. Et quand il y a tout un processus qui amène à construire un discours de complaisance, à la fois en direction des bailleurs de fonds, surtout des pétromonarchies, qui ne donnent l'argent qu'à des courtisans. Donc on a l'esprit courtisan qui est rentré dans les mosquées, qui a fait disparaître cet état d'esprit dont j'ai la nostalgie à cause de mon admiration, de mon estime pour les travailleurs qui travaillaient dans les usines, quand il y avait des usines, et qui se faisaient libérer une demi-journée le vendredi pour aller diriger la prière devant leurs frères. Ils reviennent à l'usine sans dire qu'ils ont dirigé la prière. J'en ai connu un diplômé de la Qarawin de Fès, dans une banlieue de Chartres, où il m'a invité avec ses camarades le dimanche, où ils étaient d'une fierté absolue parce qu'ils ont fait venir leur patron, et moi j'ai plaidé la cause des mosquées
Et les conseillers généraux, les élus locaux, les patrons ont dit, après vous avoir écouté, nous allons favoriser l'ouverture des salles de prière. Et ces types-là, moi je les ai en mémoire, ce sont des héros. Mais ils n'ont pas voix au chapitre. Quand on s'est mis à choisir des membres du CORIF, maintenant on sait que c'est pas le savoir et la piété qui ont présidé à ces sélections, des 6 premiers, puis des 9 qui ont constitué les 15 membres du CORIF, ce sont des critères politico-sécuritaires. D'accord. Oui. Et à partir de là, à partir du moment où on cherche à devenir un courtisan des bailleurs de fonds, et puis après, à partir de 99, c'est l'État lui-même qui s'est mis à la recherche d'interlocuteurs. C'est quand Mitterrand a fait la remarque à Jox au jour de l'an 1989, quand il y a ce qu'on appelle la cérémonie des vœux pieux, où les responsables religieux viennent présenter leurs vœux au président de la République. Mitterrand a été le premier à déplorer l'absence de représentants musulmans. Il a fait la remarque à Jox, qui avait été ministre de l'Intérieur avant 86, mais n'a jamais pensé à organiser l'islam. Il faut le rappeler. C'est à la demande de Mitterrand qu'il l'a fait. Alors, on s'est mis à sélectionner. Donc, les gens qui avaient des privilèges par les bailleurs de fonds orientaux, ils ont cherché à ajouter les soutiens politiques de français, laïcs. Et donc, c'est l'addition de ces deux formes de privilèges qui leur a fait tourner la tête. Les gens ne se sentaient plus, ils se sentaient supérieurs aux autres. Mais dans le même temps, ils se sont pas améliorés parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes qui s'améliorent. Eux, non. À partir du moment où ils ont mémorisé quelques hadiths, quelques versets qui leur permettent de renouveler leur budget, et puis le ministère de l'Intérieur, ils lui promettent de dénoncer les intégristes et ils se contentent de ça. Vous parlez des communiqués. Les communiqués, les coups de fil, les relations, on sait maintenant que le conseiller de Jox pour l'organisation de l'islam roulait pour la DST contre les renseignements généraux. C'est un secret de polichinelle. Et il a utilisé au moins la moitié des membres du CORIF comme indicateur, qu'il payait d'ailleurs. Bon, je cite pas les noms, mais maintenant ça relève de l'histoire du temps présent. C'est pas les chroniqueurs religieux aux ordres, et c'est pas l'histoire lointaine du Moyen-Âge, c'est l'histoire du temps présent où nous avons un devoir de vérité. C'est tout l'objectif de cette émission et tout l'objectif aussi de cette participation très importante et active de M. Sadr Sallam, c'est que la vérité prime. Mais je ne suis pas le seul, parce qu'il y a j'ai beaucoup d'autres. Bien sûr. D'autres collègues là qui n'en pensent pas moins, mais qui pour le moment ne veulent pas. Parce que la peur, vous avez un adolescent de la Grande Poste à Alger qui est plus courageux que nous. Il a vaincu la peur, il a bravé les généraux, la police, et il manifeste. Mais nous, on est encore sous l'emprise de la peur. Les gens il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi. Et moi, je vous répète que ce n'est pas pour accabler ses frères. Ah non, loin de là. Pour l'honneur de cette religion qui a été touchée par, quand on fait la promotion de gens uniquement sur la base de la dénonciation de l'intégrisme et on se pose pas la question sur leur honnêteté et sur leurs compétences, il y a un problème. Surtout quand ça dure 30 ans. Écoutez, vous avez parlé des grandes mosquées, donc on ne va pas les citer tous ensemble, donc on les connaît les grandes mosquées, donc Paris, Ivry, Saint-Étienne, Strasbourg, Lyon, donc sont nombreuses ces mosquées. À vous de choisir n'importe quelle mosquée et qu'on parle d'un cas pratique par rapport à ces déficits éducatifs pour que l'auditoire puisse comprendre de quoi il s'agit réellement. Je cite pas une mosquée moi j'ai souhaité le succès, c'est celle d'Evry, parce que je considérais qu'une mosquée en plus, ça vaut mieux qu'une mosquée en moins, malgré les chicayas. Je vous passe les détails, là, les frères qui ont eu le mérite de construire la mosquée d'Evry ont fait l'objet de dénonciation d'un texte mal écrit, signé par 400 fidèles de la salle de prière d'Evry, où habitaient les frères qui ont construit la mosquée. Quand ils ont acheté un pavillon, ils les ont soupçonnés d'avoir détourné l'argent de la mosquée. Ils ont écrit au Cheikh Al-Abbas à l'époque, dont j'étais proche. Et l'entourage du Cheikh Al-Abbas m'ont mis au courant, je leur ai dit,
il ne faut pas prendre pour argent comptant ces dénonciations qui sont dues à des doutes. C'est au frère responsable de la mosquée d'Evry de dissiper ces doutes par une transparence. Mais j'ai dit, quelqu'un qui était ouvrier, qui ramène une forte somme à la BNP pour la mosquée, ça lui rapporte une crédibilité bancaire, donc il peut avoir un prêt. Certainement. Donc on ne peut, moi je les ai défendus. Je leur ai jamais dit, aux frères Maroun et Abdelrahman. Abdelrahman L'Ammari. Ce sont des frères pour lesquels j'ai de l'estime. Je les ai défendus en leur absence. Parce que il faut être impartial, surtout quand il s'agit de religion. Les accusations sans preuve, j'étais contre à l'époque. Mais après, il n'y a pas que des accusations, il y a des procès. Et les prétoires sont devenus les seuls endroits où on arrive à connaître une partie de la vérité, surtout sur ce qui concerne le financement. Et ces procès, ça donne quoi? Ces procès, ils ont mis en accusation quelqu'un, ils sont sortis avec un jugement, ou bien c'est des procès qui sont restés Non, il y a eu toute une crise tout à fait regrettable, là, où la mosquée a été occupée là, à la fin des années 90 par des opposants, mais dont on sait qu'ils ont été renseignés par l'ambassade d'Arabie Saoudite et la Ligue islamique, qui ont voulu aux frères de la mosquée d'Evry, avec même une complicité des renseignements généraux français, les types qui ont vaincu la peur pour escalader le mur et occuper la mosquée. C'était pas un courage purement individuel, ils étaient aidés en lieu. Bon. Et alors la presse pressée a écrit c'est un conflit entre Algériens et Marocains, ce qui est une stupidité totale. Le frère Maroun, moi je le rencontrais dans les petites mosquées. C'était un témoignage que je donne en sa faveur. Je l'ai rencontré aux Ulysses pour ce qu'on appelle Islah Zat el-Bayn. Un couple qui tanguait, il cherchait à les réconcilier. Il faisait des conférences, je l'ai aidé. Donc c'était un militant communautaire. Mais après, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire un bilan du fonctionnement ou des dysfonctionnements des institutions. Or, la mosquée d'Evry, elle se glorifiait au début, sa direction, d'avoir un centre culturel. Effectivement, les murs existent, il est au fond de la cour, si vous connaissez l'espace. Bien sûr. Mais où en étant dans le fonctionnement de ce centre culturel? Moi, j'aurais su, s'il avait un rayonnement, il aurait atteint au nord de Paris, en venant du sud. Alors, c'est un centre qui ne fonctionne pas. À Lyon, on a un institut qui fera peut-être la gloire de la capitale lyonnaise, de la région lyonnaise, mais pour le moment, il y a des murs. Il y a des murs, parce qu'il faut un personnel, il faut des ressources humaines, des compétences. Or, les gens qui ont ouvert des mosquées au début, avec la meilleure volonté du monde, après, ils ont la mentalité de l'entrepreneur oriental. Ça, c'est un concept chez Max Weber. C'est-à-dire l'oriental, mais il ne délègue pas, il n'a confiance en personne, il veut tout régenter. La viande halal, les tapis de prière, les voyages en Orient, le pèlerinage, il ne fait pas confiance aux autres. Et à force de vouloir tout régenter, on bloque tout. Ça n'avance pas. Nous sommes dans une société moderne fondée sur la division du travail et la délégation du pouvoir. Aucun responsable de mosquée n'accepte ces deux concepts. C'est un fait. C'est une mentalité archaïque qui en fait de très mauvais gestionnaires. Alors ensuite, quand le ministère dit il faut former les imams, ici et maintenant, intramuros, tous s'autoproclament formateurs d'imams. Et où en étant dans la formation d'imams? Écoutez, d'après ce que j'ai vu par rapport aux termes de communication, ce que j'ai reçu aujourd'hui, il y a une délégation marocaine composée, je ne sais rien combien, une centaine ou une 80 imams qui sont venus du Maroc pour faire animer les nuits de Ramadan à la mosquée d'Ivry. Donc je l'ai reçu moi ce message, mais il est toujours lié par rapport à l'arrivée des imams d'ailleurs. Oui, parce que toutes ces mosquées, malgré leur budget, malgré leur soutien, etc., n'ont pas été en mesure de former des cadres religieux ici. Et pourquoi selon vous? C'est un fait. Et pourquoi? Dans le cas du Maroc, on a ce malencontreux deuxième présentateur de l'émission dite islamique sur France 2 le dimanche matin, qui est venu une fois sur la 5e
se prévaloir d'avoir conseillé la formation malikite marocaine pour les imams en France, qui serait la meilleure parmi les 52 pays du monde musulman. Et donc, c'est une sorte de fanfaronnade qui contribue à la confusion. Mais c'était après la signature d'un accord entre le ministre de l'Intérieur français chargé du culte, Bernard Cazeneuve, et le ministre algérien des Affaires religieuses, un échange de lettres pour la formation des cadres religieux. Or, l'Algérie croyait qu'elle était la seule, jusqu'à ce que Fabius, ministre des Affaires étrangères, vende la mèche à Tanger. Conférence de presse, il était encore avec Hollande, il a dit le Maroc va nous former des imams, mais lui, il n'est pas le ministre des cultes, il est ministre des Affaires étrangères, c'est pour le Mali. Pour le Mali, où on a délogé les imams accusés ou soupçonnés de salafistes à tort ou à raison, et on a demandé au Maroc de leur fournir des imams dévoués. C'est une formation qui concerne ce cas d'espèce. Ce n'est pas la France qui a demandé au Maroc de lui former les imams pour la Picardie, la Bretagne, la Vendée, etc. La meilleure formation pour l'islam, véritable islam de France, peut se faire ici, intramuros, et les musulmans ont tout ce qu'il faut, ont l'élite pour ça. Mais parce que les gens qui ont ouvert les mosquées et qui sont restés ignorants veulent tout régenter, aucun intellectuel qui se respecte n'acceptera d'obéir à cette catégorie. C'est un fait. Et selon vous, c'est quoi la raison qui pousse à ces gens de rester sur ces chaises, le cas de Bouteflika? Parce que personne ne leur a demandé avec fermeté de prendre leur retraite. S'il y avait un mouvement qui demande des comptes, parce que là, il y a un organisateur de l'islam qui est l'un des plus valables, qui reconnaissait qu'il y avait des erreurs et tout, mais il m'a dit ça restera sans conséquence parce qu'il n'y a pas d'opinion musulmane. J'ai rien voulu lui dire, mais l'opinion musulmane a toujours existé, mais elle est réduite au silence par le mouchardage des habitués du ministère de l'Intérieur. Ils menacent leurs frères, ils les intimident. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le Hakim al-Karoui, là, au nom de l'Institut Montaigne, il leur a fait peur. Mais Hakim al-Karoui n'arrive pas à sortir des à-côtés financiers de la vie religieuse. Quand il fait semblant de sortir, c'est une dénonciation très schématique de ce qu'il appelle le salafisme, mais en mettant Malek Ben Nabi, Shah Waliullah, Hakim al-Karoui a collé des fiches S à titre posthume à de très grands penseurs qui mériteraient d'être prioritairement inscrits dans un programme de formation d'un islam de France. Malek Ben Nabi, Shah Waliullah, il n'a fait que plagier Rémi Levaux, à qui j'ai signalé sa bêtise concernant Malek Ben Nabi. Et le monde vient de récidiver en présentant Malek Ben Nabi sous cette forme-là, par un primitif quelconque dont j'ai pas retenu le nom. Donc Hakim al-Karoui, il a bien commencé, il veut mettre de l'ordre pour introduire davantage de transparence. Je suis d'accord avec lui, mais le côté éducatif, c'est étranger à son univers mental. C'est ce qui expliquerait, à mon avis, les reports au moins 5 fois du président Macron, de sa grande intervention sur l'islam et la laïcité, parce que les notes de Hakim lui paraissaient insuffisantes, parce que le président ne se contente pas d'un seul conseiller, il a plusieurs autres endroits, l'Observatoire de la laïcité, le Bureau central des cultes, les marcheurs En Marche, parce qu'il y a quand même quelques députés qui ont instruit le dossier. Et donc Hakim al-Karoui, il est resté au milieu du quai. Et il se retrouve avec ce prétendu réformateur du Coran là de Bordeaux, qui lui a ramené 24 imams, 30 imams sur 2400. Ça fait pas beaucoup, ça. Avec un peu plus de persuasion et un peu plus de respect parce qu'a priori, ils ont un mépris. Hakim al-Karoui, au début, n'a vu aucune mosquée. C'est quand il a vu les réticences à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur qu'il s'est mis à faire un tour de France, aidez-moi. Il le dit sous une autre forme, mais c'est une demande de l'aide pour faire croire qu'il a un appel du peuple, de l'islam d'en bas pour soutenir ses projets. Bon. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut partir des demandes de d'abord en tenant compte de l'ancienneté
les premières tentatives d'organisation de l'islam avaient précédé de plusieurs décennies le salafisme. Hakim al-Qaroui dit il faut l'organisation de l'islam de France est devenue une obligation pour résister au salafisme. Le salafisme, on l'a découvert en 2015 après les attentats. Et du temps de Ali Marat, pourquoi on n'a pas organisé? Il faut remonter là. Après l'échec des grandes mosquées qui ont des centres culturels qui ne fonctionnent pas, il y a les instituts bidons. Alors les instituts bidons, il y en a un qui a fonctionné. Il sévit à Saint-Ouen, et il y a l'institut à Vicenne de notre ami Mohamed Béchari. Ah bah écoutez, il fait la une, cet institut, hein, donc d'après les... Mais c'est une pompe afrique, c'est une corruption au nom de l'enseignement qui déshonore l'enseignement et avilit la religion. C'est une pompe afrique. Le type de la mosquée de l'institut de la pensée islamique là, de Saint-Ouen, il est parti en Tunisie parce qu'on lui a réclamé 2 millions de dollars sur lesquels il ne s'est pas expliqué. Il semble bien qu'il ait fait comme Béchari, il s'est construit un empire immobilier dans son pays d'origine. Bon. Écoutez, l'institut a dû être fermé. Béchari, bon, après il a changé de bord une douzaine de fois. Lui, il mérite un traitement à part là, parce que comme mercenaire, on peut pas trouver pire. Il fait des virages à 180 degrés, il va avec le mieux offrant. Et donc, quand Martine Aubry, qui le soutenait, elle avait une sympathie. Moi, je l'ai rencontré avec lui. Mais après, elle a dû lui fermer l'institut quand elle a vu que tout était faux et usage de faux. Alors, les Saoudiens ou la banque... Mais il y a une question qui s'impose, monsieur c'est Slem. On parle quand même des personnalités importantes. On parle de Martine Aubry, on parle de faux. Comment ça se fait que l'État français n'agit pas sur le plan judiciaire? Il y a un parquet, quand même. Oui, mais là, justement, parce que quand l'argent vient de l'étranger, d'instances extérieures, oui. La Cour des comptes française n'est pas habilitée à se prononcer sur les dessous de table des Émirats ou de Riyad, etc. Maintenant, il y a les associations. Il faut qu'un membre de l'association porte plainte. Or, le procès à Ivry a eu lieu parce qu'un membre fondateur de l'association s'est rebellé contre les autres. D'accord. Mais ça crée une sorte de vide qui permet à ces charlatans de prospérer. Monsieur Slem, vous savez, il me reste quoi? Il me reste presque une dizaine, même pas 7 minutes. Et comme la dernière fois, vous avez parlé, et j'ai reçu des messages, hein, j'aimerais bien que vous le sachiez, j'ai reçu des messages, et beaucoup de monde, et c'était la fin de notre dialogue la semaine dernière. Vous avez parlé, vous avez sorti cette phrase énorme, hein, Moussa, oui, 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 et pas Moussa, oui, non, non. Et beaucoup de monde qui m'ont appelé, ils m'ont dit pourquoi il dit Moussaoui, oui, oui, il dit pas, oui, en même temps il dit non, Moussaoui, non, non. De quoi il s'agit réellement? Bon, écoutez, c'est un monde triste qui n'a pas le sens de l'humour, il faut de temps en temps un peu sourire quand même. Ce n'est pas. Mais El Moussaoui, c'est le président de l'Union, je crois, des mosquées. Il a été président du CFCM même. Ouais. Il est resté président d'honneur. Oui, ouais, c'est un bon prof de maths. Il aurait dû rester dans l'enseignement des maths, ça aurait été meilleur pour la société et pour l'islam. Mais oui, c'est en référence au béni oui de la période coloniale en Algérie. Parce que lui, quand on l'a arraché de son anonymat à Avignon, la préfecture, la région et puis le ministère de l'Intérieur, il a passé toute sa vie à dire oui, monsieur le ministre. Il n'a jamais... Et Moussa, non, c'est-à-dire le nom de la communauté vis-à-vis de lui. C'est si simple que ça. Mais je reviens, j'ai dit au début que dans tout grand désastre, c'est un grand coupable. Les instituts Pompe Afrique ont prospéré après le sabotage d'une demi-douzaine de très grands projets sérieux présentés par des intellectuels musulmans formés par l'université française, parmi lesquels je cite trois agrégés d'arabe, Mohamed Harkoun, Ali Marad et Abdelmajid Toki. Ils sont tous morts. Il faut se poser la question qu'à chaque fois qu'on sabote un institut comme ça, et les sabotages viennent de l'intérieur de la haute administration française, si
un seul institut, un seul de ces projets avait abouti, Béchari ne se sentait pas en mesure d'aller tromper Martine Aubry, les Émirats, les Libyens, les Qataris qu'il a taxés, qu'il a rackettés, parce qu'il y avait ce vide. Et là, il faut quand même parler du sabotage par Pierre Jox du projet de faculté théologie musulmane proposé par Ali Merad à François Mitterrand, qui était fondé en droit, mais Jox l'a refusé. Jox, qui était par ailleurs un homme éminemment respectable, mais sur cette affaire, c'est parce que son conseiller ne connaissait rien à l'islam, et un étudiant en première année dans un tel institut, au mois de juin, aurait connu l'islam mieux que lui. Donc, il voulait rester. Donc, et là, parce que l'islam est un élément de carrière, on a utilisé à des fins de carriérisme. Kipling a dit, l'Orient, une carrière, devenue une carrière, l'islam en France aussi. Il a servi à beaucoup à faire carrière, et donc il se méfiait de la vie, de l'esprit, de la vie intellectuelle. Deuxièmement, Harkoun a présenté plusieurs fois, et celui auquel je rends hommage et qui s'est occupé de cette affaire avec l'esprit le plus républicain, c'est le regretté Didier Mochan, que chevènement en 97 a chargé du dossier de l'islam. Et je l'ai rencontré 2h30 avec les regrettés Abdelkader Barakouk et Sadaq Rabah, qui avaient fait partie de la commission de 77. Et on lui a dit, c'est pas la peine de réunir le CORIV, sinon vous allez revivre le congrès de Rennes, qui avait échoué le même jour où Jox a proclamé le CORIV. Il faut commencer par enseigner l'islam, réformer les missions islamiques, et c'est ce qu'il a fait. Et il a présenté l'école des hautes études sur l'islam. Je termine. Oui. Je termine. Oui. Elle a été détournée au profit d'une certaine Lucette Valency qui a, par un pur copinage anti-républicain, Lucette Valency s'était présentée à la présidence de l'école des hautes études en sciences sociales. Elle a été battue, elle était déprimée, n'avait pas quoi dire à ses amis américains qui la prenaient pour plus compétente que nature. Et donc, on lui a créé l'isme qui est resté à l'état végétatif jusqu'aux attentats. Maintenant, il fonctionne un peu, mais sous Lucette Valency, il n'y avait rien du tout. Ça lui a permis de mettre sur sa carte de visite directrice de quelque chose. Et elle est partie à la retraite. Les gens sont débarrassés sans laisser de traces profondes en matière de recherche. Mais elle a été, moi je l'ai revue après les attentats, elle n'avait pas l'air très fière d'elle, parce qu'elle m'a dit, l'éducation des jeunes musulmans en France, c'est pas mon affaire. Je lui dis, si les frères Kouachi avaient été éduqués, ils n'auraient pas été au Yémen, d'où ils sont revenus terroristes. Donc il y a un lien de cause à effet direct bien sûr. entre ce déficit éducatif. Bien sûr. Et le projet d'Harkoun a été détourné avec la bénédiction de Jospin, par pur copinage, Jospin ayant été trotskiste. Tout ce qui venait du trotskisme, il était très complaisant avec lui. Et j'ai rencontré Allègre 2 fois au Luxembourg où il habite. Et la première fois, il m'a dit, je lui dis comment vous avez laissé, vous qui avez voulu dégraisser le mammouth pour mettre au pas les syndicats enseignants contre les corporatismes copinage, vous avez laissé ce copinage anti-républicain. Et il m'a dit, je vais me renseigner. La deuxième fois, je l'ai trouvé la semaine d'après. Parce que je connais l'heure de sa promenade. Il est parti en courant. Youharouilou. Tellement il n'avait pas de réponse. À suivre, monsieur Sadr Slam, parce que le temps qui me reste est mis partir, là, donc il reste même pas 30 secondes avant la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si vous êtes disponible pour continuer et pour enrichir le débat pour la vérité. D'accord. À bientôt. Merci. À bientôt, Ramadan Karim. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Assalam. Arc-en-ciel.